solennité de la séance. Je demande au plus jeune de l'Assemblée s'il accepte d'être secrétaire de séance. Louis, oui. Merci beaucoup. Et avant de passer à l'ordre du jour, je voulais vous donner quelques préliminaires qui vous intéressent tous, je pense. D'abord, vous tenir informé sur les travaux qui sont en cours au centre de loisirs. Vous savez qu'on a commencé les travaux en régie sur ce bâtiment. On a commencé dans un premier temps par le bâtiment sanitaire, qui est quasiment terminé, ce qui constitue un tiers du chantier. Le chantier va se dérouler bien évidemment cet été et qui continuera à l'automne. Pour le rempart de la Tour du Bourreau, la consultation pour le marché du maître d'œuvre débutera la semaine prochaine et il est prévu un OS de démarrage pour les travaux au plus tard le 1er avril 2025, comme le planning initial nous y oblige. Pour le City Stade, les travaux de l'aire de jeu à la Croix-Rouge commencent demain pour une durée de 2 semaines. Bonsoir François Xavier. Pour une durée de 2 semaines. Et les travaux du terrain multisport, qui est demandé, sont planifiés à partir du 26 août pour une durée de 4 semaines. Ensuite, comme vous avez pu le constater, on a refait les marquages au sol rue nationale. Et cet été, suivant la météo et les festivités à préparer, parce qu'il y en a un certain nombre, il est prévu de réaliser en régie, au planning, des marquages suivants. Le parking place Brossolette, donc devant la cité scolaire du Maréchal, le parking place Les Camps et le parking Cour d'Armagnac, à côté du village des Bois. Les travaux au cinéma sont aussi commandés et débuteront, c'est les travaux de la salle numéro 2, ils débuteront le 2 septembre pour une durée de 2 semaines. Ensuite, au niveau de Yann Vitrail de la cathédrale, donc, il y a une consultation en cours, un travail cassé, une consultation en cours pour l'installation de l'échafaudage. Et en ce qui concerne les travaux en régie prévus cet été, on a prévu la rénovation complète du sol de la salle de danse. On profite peut-être que la danse s'arrête pendant 2 mois. On se repose un peu après les magnifiques prestations qui ont été réalisées par l'école de danse. Ensuite, on prévoit la construction d'une allée stabilisée pour accéder aux cavernes du cimetière Saint-Gervais. Ça consiste à imperméabiliser l'allée calcaire existante. Il est prévu également le nettoyage de la statue de la Vierge qui se trouve à place Sainte-Marie, la reprise des travaux restants sur les remparts au niveau du jardin du Montaner et du bâtiment de ce jardin, la modification des corbeilles pour le tri sélectif. Vous savez qu'avec la mise en place du tri sélectif par le CIDEL, on est obligé de changer les 130, les 130 et quelques corbeilles qui sont installées dans le centre-ville et d'en faire des corbeilles qui respectent la réglementation actuelle, c'est-à-dire divisées avec une partie noire, une partie jaune et une partie de récupération des déchets organiques. Alors, et il y a également la fabrication, bien sûr, en cours des mobiliers qui vont être ajoutés à l'ère d'accueil. Alors, je voulais également, après vous avoir mentionné les travaux qui sont en cours et qui sont prévus, vous dire que je voulais féliciter nos services techniques qui vraiment ont fait des choses extraordinaires pour ce dernier week-end, puisque avec les manifestations qui avaient lieu ce week-end, et notamment les finales du rugby à 5 au stade, et en même temps la soirée d'élection de Miss Gers, ils ont mis les bouchées doubles. Et vraiment, je voulais les féliciter pour ce travail accompli. Parce que la soirée de l'élection de Miss Gers, on a élu une jeune fille de Serran, village voisin d'ailleurs, presque. Il y avait 400 personnes présentes, c'était un vif succès.
un spectacle de 3 heures, avec bien sûr les prestations des Miss, mais également les prestations de l'école de danse, comme je le disais, qui a présenté, je crois, 9 chorégraphies, si j'ai bien compté, et qui avait déjà été présentée le week-end précédent. C'était magnifique. La salle était magnifiquement décorée, fleurie, et donc, bien sûr, la salle a été optimisée, puisque maintenant, les portes ont été changées, les portes d'entrée, les portes coupe-feu ont été remplacées, et l'éclairage de la salle a également été modifié. On a changé les néons pour mettre de l'éclairage LED qui permettra une division par 5 de la consommation d'électricité. Et de nombreuses équipes venues d'un peu partout en France ont pris rendez-vous pour l'année prochaine, puisque normalement, la journée devrait être reconduite l'an prochain. Alors, je voulais vous informer également que le bulletin municipal vient de nous être livré. Vous en avez un exemplaire sur la table. La distribution commencera mercredi au vélo cargo, comme nous l'avons. Et je vais vous rassurer également par rapport à la discussion qui a eu lieu lors du dernier conseil municipal. C'était une des questions, je crois, au sujet de la poste à Lectoure. Je vous confirme qu'il y a eu depuis plusieurs échanges sur les fermetures envisagées et qu'au final, les horaires resteront les mêmes tout l'été, excepté pour 3 jours en juillet et 2 jours en août par manque de personnel. Dans ces 5 jours, la poste sera simplement ouverte le matin. Elle sera ouverte quand même, mais uniquement une demi-journée. Je pense qu'il faudra un affichage évidemment sur leur réseau et sur leur panneau d'affichage. Enfin, je voudrais évoquer un sujet qui fait couler malheureusement beaucoup d'encre et beaucoup parler et beaucoup écrire. C'est la fermeture du restaurant Loup-Barrante. Voilà, on avait dû voir les choses, mais le sujet est très simple. Et je voulais quand même rectifier les choses en disant des choses qui sont la réalité, et factuelle. La mairie a informé le propriétaire, parce que vous savez que la mairie correspond avec le propriétaire. La mairie ne correspond pas avec le restaurateur. Le propriétaire, qui est un monsieur qui habite Roche. Donc j'avais envoyé un courrier de solution en 2020 pour informer du péril potentiel de ce bâtiment. Rien n'a été fait, donc il a fallu agir pour la sécurité des personnes. Et c'est pour ça qu'on a donc demandé au tribunal de nous envoyer des experts pour juger si le péril était grave ou imminent. Il a été jugé, c'est un péril imminent. Et donc quand il y a péril imminent, il y a visite des locaux par l'expert qui a pris peur, je peux vous le dire, Jean-Yves Delacoste est ici présent, il était présent lors de la visite, il a pris peur au niveau du plancher du restaurant, l'expert. Et il a dit fermeture immédiate. C'est vrai qu'ils n'ont pas été prévenus, évidemment, nous, on parle avec les propriétaires, et c'est au propriétaire de bâtir son restaurant. Donc, il a fallu fermer le restaurant immédiatement, mais depuis, je peux vous dire que, tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux est absolument inexact, parce que le dossier a été traité de manière extrêmement rapide par Jean-Yves, que je voudrais féliciter ici devant vous, parce qu'il y est au quotidien sur ce dossier. Il est encore aujourd'hui, et je vous assure que quand on entend ce qu'on entend et quand on voit ce qu'on voit, c'est particulièrement pénible de se faire insulter. Parce que il est particulièrement regrettable qu'un mauvais procès soit fait à la mairie sur ce dossier, même par un locataire qui s'est permis d'insulter encore ce matin un agent, Christophe Hervy, et Jean-Yves Delacoste. Je tenais à mettre ces choses au point parce que normalement, si tout va bien, les experts devraient passer très rapidement. M. Pivetta a presque terminé les paiements du plancher. Les experts devraient passer rapidement et donner un avis pour que le propriétaire soit informé du passage de ce péril imminent. On redescend d'un cran, si vous voulez, en péril, simplement péril. C'est-à-dire qu'après, dans les 3 ans à venir, le propriétaire aura des travaux à faire pour sécuriser définitivement. Donc là, on n'est pas sorti d'affaire, mais enfin, ils pourront réouvrir le restaurant. Parce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en général, quand on est exploitant, on prend une assurance perte d'exploitation. Bien, voilà, je voulais faire cette mise au point sur le restaurant Le Barbeau, parce que là, il y a vraiment un procès injuste qui est fait à la mairie sur ce sujet. En ce qui concerne
concerne l'ordre du jour, nous allons enfin apporter un point d'orgue à deux dossiers litigieux. D'abord le dénouement de l'affaire Vervital et le règlement de litige sur le dossier de couverture des cours de tennis dont on parlera. Alors, je vais également vous demander ce soir de délibérer sur la deuxième partie de l'adressage, en vous rappelant que le travail se poursuit et qu'il y aura une troisième partie d'adressage que nous voterons lors du conseil municipal de septembre. Enfin, deux autres dossiers sur lesquels nous pourrons nous réjouir, c'est la vente de l'eau au lotissement du Coulot Vert et la signature du contrat Grand Site Occitanie, puisque les tours ont été rapprochés au contrat initial pour 2023-2027. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule de ce conseil municipal, et je vous propose d'aborder de suite l'ordre du jour. Avec notamment le point numéro 1 à l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion. Vous l'avez lu, vous avez reçu des commentaires. Tu l'affiches, c'est pour le casino, la numéro 3. On est sur le casino, voilà. Numéro 3, alors, le casino. Conformément aux dispositions de l'article 3531-5 du Code de la commande publique, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le rapport d'activité remis par la SAS au casino de l'Étour, dans le cadre de la délégation de services publics relative à l'exploitation du casino. Le rapport est établi sur l'année 2022, pardon. Je trace les éléments financiers, techniques et les perspectives d'avenir. Le rapport est joint en annexe. Vous allez sûrement prendre connaissance, mais un petit résumé simplement pour dire que cette période-là, 2022-2023, a été marquée par une très forte augmentation du produit brut des jeux, donc le chiffre d'affaires. Voilà, plus 23%, c'est 1 million d'euros de plus de rentrée. Donc c'est un chiffre très important, une progression inédite. Alors elle est mise en perspective quand même parce que elle fait face aussi où le casino de Castéra Verduzan était fermé, donc forcément il y a une offre sur le territoire qui est un petit peu moins présente, et les tours a pu tirer son épingle du jeu pour, voilà, à la matière. Pour la suite, au-delà de ça, bon, les chiffres sont très bons, voilà, ils ont fait une année exceptionnelle, ils ont explosé même la plus haute de leur hypothèse, donc là-dessus ils sont très contents. Maintenant sur la période peut-être à venir, c'est ça le plus intéressant sur 2023-2024, la saison démarre bien. Castéra a réouvert, donc forcément il y a eu une nouveauté, une attractivité nouvelle sur le territoire qui a un petit peu déplacé quelques joueurs, mais rien d'affolant pour nous être entretenu avec le directeur du casino Antoine Rivian, qui malgré les efforts de communication, vous avez pu peut-être le voir du casino Castéra, voilà, ça n'a pas impacté outre mesure ce début d'année un petit peu plus poussif, mais dans un contexte de pouvoir d'achat compliqué et puis un contexte politique aussi qui n'est pas propice à aller dépenser des sous au casino. Reste une problématique majeure qui reste l'attractivité des employés, en tout cas de l'emploi qui a du mal à se fixer, ils recherchent perpétuellement des employés, donc c'est très, très compliqué d'aller chercher encore une fois des emplois en matière de casino. Donc ils font venir essentiellement de la main-d'œuvre d'autres sites du groupe Arélian, mais c'est vrai que c'est une difficulté de recrutement que l'on retrouve sur d'autres activités et pas uniquement au casino. Bien, merci Joël. Avez-vous des questions par rapport à ce rapport qu'effectivement la loi nous demande de communiquer au conseil municipal? Non? Pas de rapport? Alors je vous rappelle que la commune est propriétaire du droit thermal du domaine de Montpassac et qu'à ce titre, par délibération en date du 23 mai 2019, le conseil municipal a décidé de céder à la société fermière des termes de Tours la mise à disposition exclusive de cette ressource animale naturelle pour une durée de 50 ans, moyennant une redevance de 20 000 € annuels non indexée, précisée par voie de convention. Selon les termes de l'article 3.3.1 de la convention, la commune s'engage à fournir une eau exempte de toute contamination à l'entrée de l'établissement thermal,
La commune s'engage également à assurer l'ensemble des opérations de maintenance, réparation, remplacement lui incombant à sa qualité de propriétaire des installations de captage. Je rappelle également que dans la nuit du 3 octobre 2020, la pompe du forage a fait l'objet d'une panne en l'absence d'une pompe neuve à notre disposition, et pour répondre à l'urgence, la commune a décidé d'installer par la société REM, le prestataire historique, une pompe d'occasion stockée dans les ateliers municipaux les 7 et 8 octobre 2020. Cette panne a donc obligé la société à arrêter son activité. Celle-ci a pu rouvrir que le 19 octobre, mais ce même jour, de nouvelles analyses ont fait apparaître une contamination de l'eau, obligeant à fermer à nouveau l'établissement jusqu'au 29 octobre 2020, c'est-à-dire pendant 10 jours, date de fermeture imposée par l'État consécutivement au nouveau confinement. Or, l'article 3.3.3 de la Convention indique qu'en cas de fermeture du centre thermal occasionnée par la non-conformité de la fourniture d'eau thermale en qualité ou en quantité, et à la condition expresse que celle-ci ne provienne pas de manière directe ou indirecte des faits et des actes de la société, celle-ci pourra prétendre à une indemnisation de son préjudice selon les données d'exploitation que la ville étudiera. C'est dans ce contexte donc, que les parties ont décidé de se recourir à la voie amiable pour mettre un terme définitif à ce différend, solution qui apparaît la meilleure pour ne pas aller au conflit judiciaire. Suite à ces échanges, les points de vue se sont rapprochés, les parties ont accepté des concessions réciproques et de ce fait ont entendu de mettre un terme au litige né entre elles en concluant un protocole transactionnel qui va s'afficher. En gros, le protocole il dit simplement qu'il était basé sur des expertises comptables de la part de la société Valvital qui a été étudié le préjudice en termes de chiffre d'affaires au regard de son cahier de réservation à cette période-là pour estimer la perte encore une fois d'exploitation. Et le montant, on lui demandait 119 000, et on a réussi à transiger à hauteur de 100 000 € avec des propositions de trésorerie que si on va le détailler tout à l'heure, je crois qu'il y a 3 étapes, on ne va pas sortir 100 000 € sur une seule année. On avait déjà commencé à provisionner l'année dernière sur le compte, ce qui était pris, 50 000 € au 30 septembre 2024, 30 000 € en janvier 2025 et le solde des 20 000 € restants en janvier 2026. Alors malheureusement, comme je le disais dans les notes explicatives, la convention est très claire, nous sommes responsables, donc nous avons conclu cette convention en ces termes et nous devons indemniser malheureusement le groupe Valvital pour les préjudices subis. Bien, merci Joël. Voilà, vous avez eu des questions de merci. Voilà. Oui, Marc. Merci. Je rebondis sur ce que vient de dire Joël. Tu disais Joël que justement donc, la convention indiquait clairement qu'on était responsable. Et je voulais savoir en fait pourquoi ça a traîné. C'est-à-dire qu'à un moment donné vous espériez trouver peut-être justement une responsabilité partagée ou une faute de quelqu'un, de l'entreprise ou des termes, enfin de la société REM, je veux dire, ou des termes. Voilà, juste pourquoi ça a traîné. Ça a essentiellement traîné parce que déjà on attendait les éléments comptables de la part de Valvital qui a mis très longtemps à nous fournir les comptes et les comptes certifiés. Parce que annoncer un chiffre, c'est très facile, mais il fallait rapprocher réellement le cahier de réservation pour espérer avoir trouvé le bon montant, le bon préjudice. C'est vrai que heureusement qu'il y a eu le confinement entre guillemets, juste après, parce que la période a été du coup assez courte. Mais le délai il est essentiellement dû à une remontée d'informations du groupe Valvital qui a été. Ouais, on a attendu très longtemps. Jusqu'à la semaine dernière. On n'avait pas les éléments approuvés. Et si on avait un contrôle de légalité, on n'allait pas dépasser 100 000 € sans avoir des chiffres approuvés, certifiés par le commissaire aux comptes du groupe Valvital, et ça a mis très longtemps. Oui, Sylvie. Bon, donc, savoir si justement donc, il y a une pompe neuve de rechange maintenant stockée aux ateliers municipaux. Et oui, à l'époque, il n'était pas, quand on est arrivé, c'était à la période où on était juste en nature,
avait pas de pompe. Et donc forcément, on a mis cette pompe de caution qui n'a pas fonctionné. Donc du coup, il y a un vrai protocole. Donc tous les ans, on va passer tous les 2-3 ans, on a transigé avec la société REM qui est venue nous expliquer le fonctionnement d'une pompe, que rebobiner une pompe, ça n'avait pas forcément le goût. Parce qu'en fait, il y a le prix de la pompe, mais il y a la prestation, la rechercher au fond, la ressortir, et surtout pendant ce temps-là, c'est que si on n'a pas un circuit qui est complètement en continuité, il y a une contamination, ce qu'on appelle le travaux, même si la cure thermale fait énormément de travaux, on rappelle les façons de la cuve qui avait sur la plateforme de ferme pendant très longtemps, c'est parce que les installations à l'époque n'étaient pas, il y avait des morts dans les installations. Mais il faut qu'il y ait une circulation d'air, d'eau permanente, pour qu'il n'y ait pas de contamination, en tout cas avérée. Et là, forcément, il y a une rupture, puisqu'avec le pompe, il y a la contamination est arrivée, etc. Donc, on a maintenant sécurisé un petit peu les choses, mais je dirais que c'est une première étape, parce que cette convention, en réalité, nous expose, nous, la mairie, parce qu'on doit la fourniture, le remplacement, la maintenance, alors que ce n'est pas notre métier. Alors que le groupe Valvital a d'autres sites et assure plutôt une maintenance. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tout va bien, c'est grâce à Valvital, quand tout va mal, c'est la faute à lui. En réalité, c'est la pompe. Nous, on n'y est pas, personne n'y est. Donc là, en l'occurrence, on a eu de chance que ça s'est opéré, mais il y a eu par le passé peut-être d'autres soucis de contamination qui étaient essentiellement liés aux installations internes. Pas forcément à la pompe. Mais là, encore une fois, on a un protocole bien établi avec les services techniques. Quand la pompe doit être changée, on passe à l'année d'avant, on le budgétise, on le prévisionne sur le budget de l'année N-1 pour pouvoir en janvier, essentiellement, janvier-février, procéder au remplacement de la pompe pour laisser 2-3 mois le temps que l'eau continue à se circuler pour l'ouverture des terres au mois d'avril. Comme ça, pendant 3 mois, s'il y a une contamination, elle a le temps de s'évaporer. Donc il faut budgétiser l'année d'avant, faire les travaux, décembre, janvier, pour être tranquille. Oui. Il n'y a pas moyen de prendre une assurance, ça n'existe pas, c'est onéreux peut-être. Vous avez la parole à l'administration. Ceci dit, ça n'empêche pas de faire le protocole parce qu'on est obligé de débourser quoi qu'il en soit, puisque a priori les assurances ont été contactées à l'époque, mais effectivement n'avaient pas rendu un avis définitif et pour l'instant ils sont en train de reprendre le dossier, on rediscute avec eux parce qu'il y a eu un blanc effectivement sur les années 21, etc. Donc ils reprennent le dossier, ils vont voir si ils les prennent en charge. Mais de toute façon, voilà, il fallait, ça ne perd pas le protocole. Ça a été vu avec eux. Sylvie, oui. Mais je veux dire Sylvie Colin. Oui, merci. C'est notre famille parce que. Ouais, voilà, merci. Monsieur Van Hennemont, en fait, ça représentait combien de curistes qui n'ont pas pu. C'était sur un mois, en fait, la fermeture. C'est indiqué sur un. Oui, mais avec la petite rallonge, hein, c'est juste sur un mois. Oui, Hein, c'est ça. voilà. C'est juste sur Donc 100 000 € de perte d'exploitation. Oui, Mais en fait, ce n'est pas la perte d'exploitation qu'il faut tenir compte, c'est le manque à gagner, puisque de toute façon, ils ne sont pas loués. Ensuite, il me semble que l'hôtel n'a pas la même société par rapport à l'exploitation des terres. Il ne s'agit pas, on ne peut pas nous payer la perte sur... Ah non, mais ça ne concerne que les terres, ça ne concerne pas l'hôtel. Donc tu as parlé d'hébergement tout à l'heure, qu'il fallait indemniser. Non. Alors, ils font quand même pas un mois. Si, tu as dit. L'hébergement. Si, vous avez parlé d'hébergement. Donc on ne va quand même pas indemniser l'hôtel qui n'a pas eu d'hébergement. Mais alors tous les commerçants de Lectoure devraient demander des indemnités à la mairie pour un manque d'exploitation de leur commerce. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit hébergement. Alors, il n'en demeure pas moins 100 000 € en même pas un mois, rien que sur la perte d'exploitation, sur juste la cure, ça me paraît assez énorme. Je comprends qu'ils aient mis du mal à vous donner des chiffres. Hein, déjà. Ensuite, attends, je veux à votre décharge. C'est un héritage, les termes, c'est un héritage pour lequel j'étais à l'opposition à l'époque et on a voté contre cette convention qui était fumeuse déjà à l'époque et pour lequel ça a même frité très grave avec l'ancienne municipalité et moi qui faisais partie de l'autre opposition. Ça n'empêche que moi je voudrais qu'on renvoie un petit peu l'ascenseur
C'est-à-dire que la société RIAC déverse tous les jours son eau de non utiliser des termes, comme ça. Voilà, vous, les citoyens, électorats, électorages, ces eaux, elles vont dans le réseau et vous êtes taxés sur tous ces mètres cubes. Et eux, ils ont le droit de... Ça part dans le ruisseau, là, dans le fossé, comme ça. Donc il va falloir qu'un jour aussi, on soit dans l'assainissement aux normes de cette eau, de rejet, des termes, parce que ça n'incombe pas à la mairie. Donc j'aimerais aussi que les négociations soient un petit peu plus raides, parce que c'est la porte ouverte, on ne s'en sortira jamais, et on sera toujours embêté, parce que la question de la pollution, parce que même si la pompe elle marche, bien sûr, il faut aérer, mais à tout moment, on peut avoir une pollution microbienne malgré tout. Et donc c'est sans fin. Alors, juste quelques éléments de réponse. D'abord, effectivement, le fait que l'eau soit mise à disposition pour un coût annuel de 20 000 €, alors que quand on doit changer, comme vous disiez Joël tout à l'heure, lorsqu'on doit changer une pompe avec les opérations de descente de la pompe, etc., on dépasse les 30 000 € en matière de coût pour la commune. Donc ça c'est déséquilibré. Et c'est l'article 7 qui prévoit, vous avez sous les yeux là, que les parties s'engagent à commencer à étudier de bonne foi dans les 3 mois suivant la signature du présent protocole la faisabilité des reprises par la société des opérations d'entretien et d'exploitation du forage. Pourquoi? Parce que c'est un système qui existe, par exemple, dans l'eau potable, avec la gestion de l'eau, des pompes qui envoient l'eau dans le réseau, etc. C'est la SOR qui les gère, c'est prévu contractuellement. Donc il est possible d'écrire les choses différemment, de manière à ce qu'eux puissent se gérer ensuite, je dirais, tout ce qui est contamination éventuelle. Parce qu'effectivement, ce n'était pas de notre fait si la pompe est tombée en panne. Aujourd'hui, on a mis en place un protocole d'entretien préventif, ce qu'on appelle en mécanique l'entretien préventif, c'est-à-dire qu'on change les pièces, on va changer les pompes tous les 5 ans, je crois, c'est ce qui est prévu, de manière à ce qu'on change une pompe qui fonctionne encore. C'est-à-dire qu'on arrêtera la pompe, on en mettra une neuve, mais au moins on préviendra une éventuelle contamination future. Comme le disait Joël, il faut que ça pompe en permanence, donc même l'hiver, l'eau est rejetée dans le Gers, ça c'est certain. Donc ensuite, il y avait une partie de la question qui était également sur la question de l'assainissement. L'assainissement, Ils c'est prennent ça. quand même de l'eau, donc ils ont l'exclusivité. Pour 20 000 € par an, dont on doit assumer le pompage, ça fait des milliers de mètres cubes. Bien sûr. Imaginez la valeur que ça a. Ben, Pour c'est 20 sûr. 000 €. En Et termes en plus, ils d'exploitation. n'assument même pas l'assainissement de cette eau. C'est un Alors. vrai scandale à dénoncer une fois Alors. de plus. Et je vous donne les éléments pour renégocier tout ça. On ne peut pas continuer comme ça à la charge du contribuable. Voilà ce que je... Cette eau, si elle est rejetée, évidemment, c'est une autorisation de la rejeter, parce qu'elle est considérée comme pouvant être rejetée dans le milieu naturel aujourd'hui. Et que, ensuite, la deuxième chose, c'est qu'à partir de cette eau rejetée, effectivement, c'est intéressant, et c'est ce qu'on a commencé à faire, d'étudier la possibilité d'avoir un réseau de chaleur, d'utilisation de ces températures, de l'eau rejetée par les thermes. Voilà, pour des usages autres, et notamment des usages de chauffage des bâtiments, par exemple. Là, c'est ce qu'on appelle, non, c'est pas les géothermiques, mais c'est les réseaux de basse température. Voilà, réseau de chaleur basse température. Julien, vous avez une question? J'ai une remarque pour. On a effectivement longtemps regardé de près, de loin les contrats qui avaient été passés, puisque vous nous avez donné l'intégralité des documents contractuels qui liaient la ville avec la société RIAC. Donc les 20 000 € c'est les domaines qui avaient fixé ces tarifs-là, donc c'est pas l'équipe précédente qui avait fixé ces tarifs. Et ensuite, pour répondre à Sylvie, on a regardé nous le dossier qu'avait monté l'ancienne équipe sur les rejets. C'est l'ARS qui donne en fait l'autorisation de rejeter cette eau, qui la considère comme de l'eau pluviale, voilà. Et la seule obligation, c'était la température de rejet. Il ne fallait pas que ça dépasse, je crois, 35 ou 36 degrés, et elle sort aujourd'hui à 32, 33 degrés. Le dernier point, c'est que sur les 20 000 €, la difficulté, c'est qu'ils sont non indexés. Mais sur 50 ans, ça sera toujours 20 000 €. Ça, c'est les domaines. Ouais, donc ça, c'est un peu embêtant. C'est pour ça qu'on peut aussi renégocier, parce que Elle n'aurait jamais dû exister. demain, si jamais, voilà, éventuellement, ça peut de toute façon, là, on sera bloqué. D'où l'intérêt de renégocier, de leur laisser plus la main là-dessus. Merci Joël. Julien, Oui, non, mais je partage ce que dit Joël. Rien ne nous empêche de renégocier avec M. Riac, notamment sur
la facture d'électricité parce que c'est pas marqué. Dans la contractualisation, il n'y a rien sur l'électricité. Donc moi, je pense qu'au moins sur l'électricité, on pourrait leur demander de payer l'électricité. Moi, je pense qu'on va aller un peu plus loin. Oui, l'électricité paye. Ils ont un contrat. Par contre, donc, il faudrait aller plus loin carrément sur la maintenance. Et l'entretien, ça serait vraiment je crois, le but, puisque c'est leur domaine. Et encore une fois, on sera toujours, à défaut, même encore une fois, comme vous l'avez dit, on va remplacer le pompe neuve par trouille, en fait, qu'elle tombe en panne, qu'on soit repris un défaut et à repayer, et non pas 100 000, peut-être beaucoup plus. Alors, même si les assurances sont là, les assurances, ça va marcher, ça sera très compliqué. Donc, je crois qu'on a dans les 3 mois, là, on a une vraie opportunité pour essayer de négocier ces termes-là qui nous mettent en danger. Oui, Sylvie. Justement, puisque tu parles à l'instant d'assurance, et là, est-ce que la municipalité a une possibilité de faire fonctionner l'assurance pour le défaut de fonctionnement de la pompe, de façon à ce que ces 100 000 € ne soient pas à la charge du contribuable? Vous n'avez peut-être pas entendu, mais ça a été dit par... ça a été dit. C'est Sylvie, oui. Alors, vous n'entendez peut-être pas quand c'est une administration. Voilà, oui. Elle est l'assurance est en train d'étudier ce cas-là pour éventuellement remboursement. Notre assurance. Donc voilà, ce protocole, on aurait voulu effectivement ne jamais l'établir, mais on est arrivé à cette transaction. Si on a épuisé l'ensemble des questions, je veux dire, on aurait voulu ne jamais l'établir, c'est-à-dire pouvoir éviter évidemment cette dépense de 100 000 €. Mais en l'occurrence, ce qu'il faut effectivement, comme dit Joël, c'est faire évoluer nos responsabilités relatives à cette histoire de comptage, parce qu'aujourd'hui il est écrit que nous sommes responsables de l'eau jusqu'à l'entrée des termes, de la qualité de l'eau. C'est quand même une responsabilité qui n'est pas en équilibre, enfin qui n'est pas en adéquation avec le montant financier que nous percevons chaque année. Même si c'est le domaine qu'il avait dit à l'époque, je crois qu'une renégociation s'impose. Monsieur Riac vient en septembre, parce qu'on m'a dit. Donc, dans les 3 mois, c'est la signature de l'acte, on y sera. On prendra rendez-vous avec lui pour aller renégocier. Et peut-être qu'on commencera les renégociations avant, d'ailleurs, au niveau administratif. Voilà. Avez-vous encore d'autres questions? Non? Pas de remarques? Bien, je mets au vote donc cette délibération. Alors, il est écrit, exactement, que vous voter. C'est pour approuver le protocole transactionnel joint en annexe et m'autoriser à signer ce document. Y a-t-il des gens qui s'y opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Valérie Manisol pour, vous savez, de donner des noms à toutes les routes communales ou départementales d'ailleurs, et ensuite de donner une numérotation. Oui, vous souhaitez dire quelque chose? Oui, justement, moi j'avais fait un message pour dire qu'effectivement on avait mis l'as les baisses jusqu'à chez M. Laroux. Alors c'est pas du tout, alors je ne sais pas s'il en a été tenu compte. C'était énorme, parce que là pour le coup c'était sur la départementale tout à fait déposé, ce qui aurait pu induire en erreur tous les livreurs, fournisseurs, etc. Alors on va essayer de projeter la SNES. Vous l'avez? C'est là? Non, c'est là. Donc ça a été pris en compte. On l'a pris en compte. En fait, ça a été pris en compte parce qu'à la présentation, c'était en basculement d'une page et en fait, c'est pour ça que le nom. Jusqu'à ce transfert, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, donc c'est la tranchée qui avait été faite par la société pour 8 000 €, c'est ça? Oui. La tranchée est sur le domaine privé de la commune, puisque c'est essentiellement sur le stade. Et ensuite, effectivement, vous savez, quand il y a un apport d'électricité par des panneaux photovoltaïques qui devraient arriver sur la toiture qui couvre le terrain de tennis, ce nouvel apport d'énergie oblige Enedis à augmenter la capacité des transformateurs. C'est ce qui se passe. En l'occurrence, ils sont en train de mettre à jour leur transformateur. D'autres questions? Non? Bien, je mets cette délibération au vote.
qui s'y opposent, les gens qui s'abstiennent. Je vous remercie, c'est adopté. On veut entrer dans le syndicat mixte des Trois-Vallées, et bien, ça doit passer en conseil municipal par une délibération. Donc c'est le cas ce soir. Par courrier en date du 17 mai dernier, le syndicat mixte des Trois-Vallées nous a informé d'une proposition de modification de son fonctionnement portant sur 2 points. L'amendement de la rédaction de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, appelée donc GEMAPI, figurant au statut du syndicat approuvé par délibération du comité syndical en date du 2 avril 2024. Il y a aussi une demande d'adhésion au syndicat mixte des Trois-Vallées de la communauté de communes du pays de Trie et du Magnoa pour lui confier sa compétence en matière de GEMAPI, approuvée par la délibération du comité syndical en date du 2 avril 2024. Monsieur le maire vous précise qu'en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les décisions prises par le comité du SM3V doivent être soumises à l'avis de tous les organes délibérants des membres du syndicat, communauté des communes, agglomération et des communes. En effet, ceux-ci doivent se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de leur saisine par le président du syndicat. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. Ainsi, Monsieur le maire vous propose, au vu de l'avis favorable émis par le comité syndical du SM3V à cette modification statuaire et cette demande d'adhésion, d'approuver l'amendement rédactionnel de la compétence GEMAPI figurant à l'article 2 des statuts du syndicat mixte des Trois-Vallées, tel qu'annexé à la présente note, et d'approuver l'adhésion de la communauté de communes Pays de Trie et du Magnoa au syndicat mixte des Trois-Vallées pour lui confier sa compétence en matière de GEMAPI. Monsieur le maire vous prie de bien vouloir en délibérer. Juste pour rappel, les compétences de ce syndicat en matière de GEMAPI, je les passe rapidement pour information. C'est en fait l'aménagement de bassins ou de fractions de bassins hydrographiques, c'est l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canals, lacs, plans d'eau, c'est la protection de la restauration des sites et des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que les formations boisées et riveraines. C'est voilà, toutes sortes de concerne tout ce qui est milieu zone humide. Merci. Merci Marie-Hélène. Avez-vous des questions, des observations, des remarques? Non. Oui, donc pour votre cette délibération, y a-t-il des gens qui s'y opposent, des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie, c'est adopté. Naturel et historique, de forte notoriété qui concourent de façon majeure à la qualité et à l'identité des territoires de la destination. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie de développement du territoire en invitant le candidat à formaliser un projet stratégique transversal à 5 ans sur le tourisme, la médiation culturelle, le patrimoine, l'environnement et les savoir-faire locaux, qui répond aux attentes des visiteurs, des locaux, des régionaux, des nationaux, des internationaux et des capacités du territoire à le mettre en œuvre. Le projet de chaque grand site Occitanie doit s'inscrire dans une démarche exemplaire de développement durable et d'innovation en lien avec les stratégies des territoires et de la région. Un grand site Occitanie est un lieu de forte notoriété doté d'un patrimoine architectural, culturel, naturel remarquable et d'un site culturel, événementiel culturel pérenne, de rayonnement international et disposant tout particulièrement d'une ou plusieurs composantes à caractère exceptionnel, dit cœur emblématique du grand site. Les objectifs principaux sont de pérenniser, de créer des emplois en stimulant l'activité au sein des territoires, de développer la notoriété et l'attractivité de la destination Occitanie, d'innover dans les nouvelles approches artistiques, numériques et ludiques du patrimoine, de structurer autres avec l'amélioration de la qualité et de préserver la qualité de vie des habitants. Ainsi, dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2022-2028 et du nouveau dispositif régional tourisme durable, raisonnable, responsable et solidaire, je vous informe que la région Occitanie a validé le projet de contrat dit GSO Armagnac, API cité en 2023-2027, constitué de 9 cœurs emblématiques. Alors, la cité épiscopale de Gondol, la cité centre historique de Fourcès, la cité médiévale de la Rosselle, la cité de Montréal et de Valence-sur-Bélise, le bourg ecclésial et la collégiale de la Romieux, l'ancien oppidum et la cité épiscopale de Lectoure, la ville d'Éose en tant que capitale antique et la capitale de l'Armagnac et Lupiac pour le village natal de D'Artagnan.
et 6 lieux de visite majeure, l'abbaye de Faran, la cité épiscopale de Gondon, le village fortifié de la Ressingle, et des sites majeurs de l'Antiquité, notamment voilà, la romaine de Sévilla, que j'ai noté, mais surtout le musée archéologique de Lectoure. Le site castral des côtes d'Armagnac de la Tour et enfin la collégiale de la Rue. Alors le conseil départemental du Gers a présenté ce projet de contrat à la séance du 27 juin dernier. Et il nous appartient donc ce soir de nous prononcer sur le projet de contrat GSO Armagnac-Abbaye, cité 2023-2027, tel qu'il est annexé dans nos vote. Et je vous prie de bien vouloir en délibérer et de définir et d'organiser la mise en œuvre des projets de développement et de valorisation du site Armagnac-Abbaye cité entre les niveaux régional, départemental et local, dans les domaines du tourisme durable, responsable et solidaire, de l'accueil, de la promotion, communication et de la commercialisation et de la mise en réseau de l'ensemble des autres principes. D'approuver le contrat GSO Armagnac-Abbaye cité pour la période 2023-2027 et d'autoriser le maire à signer le dit contrat pour la période indiquée. Simplement 3 remarques, si vous me permettez. Déjà un grand merci au service technique et à une personne en particulier. On ne doit jamais citer l'agent, mais ce soir il est en bleu, donc ça reconnaîtra. Pour le travail fourni sur la partie touristique. Également, merci à l'Office de tourisme de Gascogne-Montmagne et à Jérôme de ses équipes parce qu'ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour faire rentrer Lectoure, mais aussi la Romieux. C'est un travail communautaire ce soir qui a été validé. Et enfin, une petite fierté pour notre musée parce qu'on oublie souvent, il est souvent un peu délaissé. On sait qu'on a là aussi une agent, on ne citera pas, mais qui œuvre au quotidien depuis des années pour mettre en avant ça, et c'est une vraie reconnaissance de rentrer dans le grand site et d'être parmi les sites, les lieux de visite qualifiés de majeurs. Merci Joël. Oui, c'est clair qu'on a sous les pieds, puisque le musée est presque sous nos pieds, on a un musée remarquable et qu'il faut absolument travailler à sa mise en œuvre. Avez-vous des observations? Oui, Julien. Oui, concernant le musée, Madame Chac nous avait parlé, je ne sais pas de travaux, mais d'aménagement, de le mettre un petit peu en valeur, ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'effectivement, on a une collection exceptionnelle, mais bon, voilà, je ne vais pas dire qu'il faudrait le dépoussiérer, même si je le dis, il faudrait dépoussiérer tout ça et l'adapter au nouveau siècle, entre guillemets, pour que ce soit plus attractif, plus pédagogique, etc. Qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu un travail avec le conservateur départemental, Michel Pu, qui est déjà venu une fois, que vous avez rencontré plusieurs fois, je crois, Sylvie, qui a mis à notre disposition une de ses attachées, qui est là pour faire l'inventaire, justement. Alors, elle a commencé par faire l'inventaire à l'intérieur de la cathédrale, parce qu'il y a des objets d'art dans la cathédrale, mais ensuite elle fera l'inventaire de toutes les collections qui sont présentes ici. Enfin, c'est l'inventaire, c'est le recollement avec les inventaires existants, bien évidemment. Et à partir de là, avec M. Hu, on a prévu une somme au budget pour travailler sur justement l'amélioration de la pédagogie autour des œuvres qui sont présentes, autour des tomboles, de tout ce qui est en bas. Avec, vous savez, le souci qui est que c'est l'humidité qui règne dans ces locaux, qui est un problème problématique aussi. Mais aujourd'hui, même en laissant le musée au même endroit, effectivement, on peut améliorer le parcours et puis nous avons une réflexion sur le plus long terme pour l'optimisation des locaux. Donc ce qui est prévu, c'est ce travail avec le conservateur départemental et qui est initié avec la présence déjà aujourd'hui dans nos murs de son assistante, d'une de ses assistantes. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, Sylvie? Oui, c'est par rapport à la zone tampon qui est définie justement. Alors est-ce que ça va s'appliquer aussi et cumuler déjà un problème que l'on a sur la zone de sensibilité paysagère, sur le chemin de Saint-Jacques, sur la partie justement qui mène vers Marcelin, puisque donc on s'aperçoit qu'apparemment tous ceux qui veulent avoir un projet photovoltaïque sur leur toit sont interdits jusqu'à 2 km du chemin de Saint-Jacques. Donc ça nous pose une réelle problématique, d'autant plus qu'on n'a pas trouvé de texte qui argumente officiellement que ce soit interdit. C'est un avis, c'est voilà. Donc
ça pose un vrai problème, et d'autant plus qu'en fait, même les tennis ne devraient pas être couverts de panneaux photovoltaïques, puisqu'ils sont aussi dans la zone, et que le texte de protection paysagère existait d'avant. Alors soit il y a des passe-droits que le tennis a eu droit et que les autres riverains du chemin n'auraient plus le droit, mais actuellement je vois beaucoup d'agriculteurs qui, sans même construire de hangar, rien que pour mettre du photovoltaïque sur leur toiture, n'ont plus le droit, alors que là où ils sont, on ne voit même pas le chemin de Saint-Jacques. Donc moi je mets un bémol sur toutes ces pratiques qui font qu'à un moment, moi j'entends bien, hein, je suis la première à vouloir garder des arbres, à planter des arbres, à faire que le paysage soit beau, mais de là à interdire le moindre toit photovoltaïque, alors qu'on a voté au mois d'octobre une carte où on a tous les bâtiments peuvent avoir un toit photovoltaïque, et là on ne peut plus du tout. Et j'ai eu plusieurs remontées d'agriculteurs qui étaient en difficulté. Donc il va falloir relever les choses à un moment que ce soit clair, parce que là on va effectivement faire comme la piscine, on va se mobiliser et on va manifester, parce qu'en plus il n'y a que ce côté de Lectoure. Si on va vers Castétarouge, on peut faire ce que l'on veut. Mais là il y a 2 poids 2 mesures entre les concitoyens, selon que vous êtes, côté nord, côté sud de la ville de Lectoure. Donc, et pour autant, le chemin de Saint-Jacques, il est patrimoine de l'UNESCO tout le long. Donc on ne nous dise pas que c'est un argument de protection du patrimoine. Donc voilà, je vous demande une clarté là-dessus, parce que ça commence. J'ai beaucoup de dossiers qui me reviennent là, d'agriculteurs qui sont appris, qui ne savaient pas les faits, et à chaque fois on leur met cet argument. Et les sociétés, Inédis et consorts, tous ceux qui font du photovoltaïque, commencent à être au courant, et donc du coup ne répondent plus au marché quand un agriculteur demande une couverture de son toit. Alors il va falloir nous expliquer. Alors, c'est des questions qui ont été soulevées à la dernière assemblée générale de l'Agence française des chemins de Saint-Jacques, parce que ces zones tampons, elles posent problème, pas qu'à Lyon, ailleurs aussi, ils ont eu des difficultés. Et donc ça va faire l'objet d'un travail très compliqué, parce que beaucoup d'élus, d'associations se mobilisent effectivement pour trouver des réponses communes, en tout cas une vraie réponse, je dirais, là-dessus. Et ça interroge beaucoup. Donc ça a fait l'objet d'un bon débat assez compliqué lors de l'Assemblée générale, qui a eu lieu il y a quelques jours. Et bon, il y a un travail qui est en train d'être établi pour justement trouver les meilleurs objectifs. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse à... Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas de texte qui interdit, si ce n'est que la commune ou l'intercommunalité s'oppose par abus de pouvoir. Et c'est ça qui pose un problème. Donc moi, si on me sort un texte précis, mais pour l'instant, c'est vous, à votre petite convenance, qui empêchez ces projets. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, non, il faut arrêter quand même, on ne va pas se laisser dire n'importe quoi. Il y a ce conseil municipal, ou le précédent d'ailleurs, a voté d'abord une ZPPFP et ensuite un SPR. Et donc là, ce que vous voyez en violet sur la carte, c'est le fameux SPR, secteur périmètre protégé. C'est exactement ce même. Voilà. Secteur patrimonial remarquable, à l'intérieur duquel tout panneau photovoltaïque est strictement interdit. Voilà, et ça c'est une décision de ce conseil municipal. Après, dans le cadre de tous les panneaux au sol sont interdits, dans le cadre de ce SPR. Ensuite, par rapport au chemin de Compostelle, non seulement l'association des chemins de Compostelle sont saisis, mais également ça fait partie du plan de protection mis en place par l'UNESCO, qui nous protège ce chemin. Ça fait partie des réflexions qui ont été menées par l'UNESCO, et ça fait également partie des réflexions qui sont menées dans le cadre du PLUI aujourd'hui par la communauté de communes. Voilà, donc aujourd'hui on est dans un secteur qui est défini, dans lequel l'ABF a son mot à dire, et c'est l'ABF effectivement qui porte sur cette architecte des bâtiments de France, qui porte ce regard suite et qui porte ces décisions-là. Oui, mais justement, vous avez une possibilité. Quelle est la position de la mairie de Lectoure et quelle est la position de l'intercommunalité, de la CCLG par rapport à cela? Là, c'est politique, je regrette. Vous défendez les gens qui veulent faire. Tout n'est pas politique. Mais non. Tu dis que c'est l'ABF. Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a des endroits, l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. La loi définit l'action possible de l'architecte des bâtiments de France. Il y a des zones dans lesquelles elle a un avis consultatif et il y a des zones dans lesquelles elle a un avis prescriptif. Et là, on est dans des zones dans lesquelles elle a un avis prescriptif. Alors, comment on a fait pour que le tennis soit couvert?
Parce que la BF a donné un avis favorable. Voilà, pourquoi les voisins chez nous, ils ne peuvent pas en avoir? Tu veux dire quelque chose là-dessus? Mais non, mais enfin, c'est bien plus important. Enfin, c'est quand même scandaleux. Alors, C'est pas scandaleux. mais si, C'est deux par fois de mesure. rapport à la co-visibilité. Déjà, Mais mais bien sûr que si. Mais non. Elle prend sa décision de cette manière-là. Mais non. C'est elle qui est. Alors, ça, c'est le problème des AVF en France à ce moment-là. Il faut aller manifester devant l'Assemblée nationale. Là, c'est pas au sein de la commune de Ça l'école va, qu'il faut je manifester. Voilà, d'autres remarques sur ce sujet. Oui, Oui, on a un contentieux avec les agriculteurs, puisque c'est là où ce problème a émergé. Bon, moi, évidemment, mais on partage tous ici le même positionnement, c'est-à-dire qu'on marche sur la tête. Ils ont commencé à construire, ils ont couvert une partie, et du jour au lendemain, on dit maintenant, on nous interdit. Bon, effectivement, ça nous interroge, et je comprends la colère de Sylvie. Ça me permet de vous poser la question où on en est par rapport à ce contentieux, et effectivement, il faut que nous, au niveau du PLUI, et faire un peu aussi, alors pressionnant, on ne fait pas pression sur un fonctionnaire tel que la BF, mais en tout cas, il faut qu'absolument on trouve des solutions, parce que ça ne sert à rien de signer tout un tas de chartes, de protocoles, etc., si ça nous enferme dans un carcan et qu'on ne puisse pas se développer. oui, alors, aujourd'hui, on n'a pas encore traité le problème, puisqu'on va le traiter dans le cadre du PLUI, donc ça va demander un peu de temps. On va le traiter, ce problème. Je pense qu'il faut que l'agriculteur dépose le dossier dans quelques temps. Voilà. Jean-Yves, tu as... Moi, ce que j'aimerais entendre, excusez-moi, j'aimerais entendre, on va Attendez, le traiter dans je une vais position. donner la parole à Jean-Yves pour qu'il... En fait, les panneaux solaires sont apparus il n'y a pas si longtemps que ça, donc rien n'avait été fait pour les panneaux solaires. On est en train de travailler dessus. C'est clair, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Mais le problème, c'est que le chemin de Compostelle, il y a l'article 12 dans le chemin de Compostelle par rapport au chemin de l'UNESCO, où il y a une zone définie où on ne peut pas mettre de panneaux photovoltaïques, on ne peut plus mettre d'hangar. Il n'y a pas que, il y a beaucoup d'autres contraintes. Et je suis désolé, mais moi j'applique le règlement qui a été mis en place avant moi, et je ne sais pas comment faire autrement, parce que si on commence à déroger à tout ça, eh ben c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc aussi, je suis désolé, mais je pense que les agriculteurs, ils n'ont pas que cet endroit-là où ils ont du terrain pour construire un bâtiment, ils peuvent se décaler un peu et avoir ce qu'il faut. Il y a un moment donné, il faut aussi raisonner correctement. Non, mais attendez, là, il y a même M. Larousse qui a voulu déposer, vous voyez où est la maison de M. Larousse. C'est de ça dont on est. C'est pas celle de M. Jimenez, on la voit même pas, sa maison. Monsieur Larousse, il a une maison classée du 19e siècle derrière son bâtiment où Il il a a déjà des déposé. panneaux photovoltaïques partout. Il a une maison classée. Non, mais dites clairement que vous ne voulez pas soutenir les agriculteurs qui veulent mettre. C'est ça, mais aujourd'hui, on devrait entendre un positionnement qui devrait nous défendre et dire, ben voilà, justement, ces agriculteurs, au lieu de le mettre au sol, C'est la lutte finale. J'ai envie de commencer à chanter ici. C'est la lutte finale. C'est quand même essentiel. Enfin, quand même, à un moment où il faut développer, où on a voté l'autre jour, on a eu la carte de la commune de Lectoure, tout ce qui était bâti pouvait avoir des panneaux, sauf la zone, effectivement, du centre-ville de Lectoure. C'était comme ça, la carte. Et tout d'un coup, nous sort du chapeau, ah mais non, au chemin de l'UNESCO, on ne peut pas. Mais que sur ce morceau du chemin de Saint-Jacques, pas sur l'autre. Donc, de poids de mesure. Entre-temps, on a même fait, excusez-moi, la zone, par rapport au patrimoine de l'UNESCO, était déjà classée avant même la construction pour le tennis. Donc, franchement, c'est pas cohérent. C'est pas. Pour le coup, vous avez une référence antérieure, puisque ça a été autorisé pour le tennis, c'est autorisé pour les autres. Voilà ce que je demande, tout simplement. Et on n'est pas des débiles mentaux à saccager nos patrimoines, les paysans. Il ne faut pas exagérer. Personne n'a dit ça. Si on essaie, il y a des règles, comme l'a expliqué Jean-Yves, il y a des règles qui sont mises en place. Non, c'est pas une règle. Et si, des règles qui se sont données par le chemin de Compostelle qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et une règle qui prévoit que dans les 50 mètres autour du chemin, on ne suit pas. Il y a d'autres études qui ont été faites sur le site patrimonial remarquable, la ZPPMP, qui ont classé la maison dont on parlait tout à l'heure, on a cité un nom, mais vous l'avez entendu, qui ont classé maison remarquable, et à partir de là, la BF porte une décision parce qu'elle est dans un cadre prescriptif par rapport à ça.
Voilà. Après, c'est sûr que c'est compliqué dans une période où on a justement l'État qui nous dit faites des zones d'accélération de développement des énergies renouvelables. C'est très compliqué. On essaye de gérer ça au mieux et de faire évoluer les réglementations pour pouvoir avoir une attitude cohérente. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut avoir une attitude cohérente sur le territoire, mais il y a des zones qui sont définies comme étant des zones autour de l'hecto et dans lesquelles on a un périmètre de protection. Et puis, il y a des zones qui sont plus libres, effectivement. Tout le monde, il n'y a pas forcément d'égalité par rapport à un positionnement en haut, en bas, au sommet d'une colline, dans une vallée. Voilà. Finalement, On va donc mettre un méthaniseur à la place. Non. On verra de l'énergie. Ça va passer. Vous n'auriez pas besoin de. alors, je donne la parole à Marie-Hélène. Ça sent bon pour les pèlerins. Ça sera très agréable. Oui, Sylvie. Alors, je ne veux pas entendre que la commune ne veut rien faire pour les agriculteurs. Ça, c'est pas possible à entendre. On ne dit pas à moi surtout. Et autre chose, au-delà du chemin de Saint-Jacques et au-delà des zones protégées et tout, même hors zone protégée, il s'avère que des projets photovoltaïques sur des bâtiments existants déjà en campagne sont refusés tout simplement, non pas par la municipalité ou par les permis de construire ou par le montage du dossier lui-même qui s'avère fastidieux. Le projet s'arrête ou avorte tout simplement parce que les prix de raccordement à ces compteurs, qu'on appelle, à ces transformateurs, a explosé. C'est-à-dire que Enedis, maintenant, quand vous avez un transformateur sur votre allée privée, par exemple, parce que vous avez déjà une installation photovoltaïque, Enedis ne veut plus intervenir sur des transformateurs sur des allées privées. Il vous demande donc d'installer un autre transformateur à quelques mètres et il s'avère, c'est un cas réel que je raconte, c'est pas un crack, et il s'avère qu'à cette personne-là, pour avoir le transformateur à combien de mètres 50 mètres 50 mètres d'un initial déjà installé, on demande à l'agriculteur de débourser 40 000 euros. Donc forcément, à des tarifs aussi élevés, tu comprends bien que ces projets photovoltaïques avortent et que l'agriculteur ne va pas foutre 40 000 euros dans un contexte économique qui le prend déjà à la gorge pour faire un raccordement. Donc ces projets avortent, alors que le dossier, il est cousu. C'est pas le sujet, mais enfin je ne peux pas t'entendre dire que tout est de la faute de la municipalité. Nous avons une administration en France qui est défaillante, qui d'un côté te dit eh bien, on prône pour le bienfait de l'environnement et pour de l'énergie propre et tout, et à côté de ça, à côté, on a cette même administration qui bloque les dossiers et je t'en passe. Tu es dans l'agriculture, tu peux le comprendre. Mais moi j'attends un vrai débat au sein de la communauté commune avec la transparence et qu'on ait une parole de nos élus qui disent qu'ils vont faire le nécessaire pour permettre un maximum de ces projets de se réaliser. Et tu as dit 50 mètres du chemin. Oui, c'est ce qui est écrit dans les textes. C'est ça. Le département y a travaillé, la communauté commune y a travaillé. Je confirme les 50 mètres, sauf que le bâtiment dont on parle, il est à 500 mètres, il n'est pas 50 mètres. Le bâtiment, non. La demande qui a été faite de permis à 2 reprises à la mairie de Lectoure, le bâtiment dont on parle, dont on a cité le nom tout à l'heure, venez sur les lieux, vous verrez qu'il est à plus de 50 mètres du chemin de Saint-Jacques. Il est à 500 mètres au moins. Tu confirmes? C'est à côté de chez toi, c'est à côté de chez moi. Donc, et surtout qu'il y en a déjà un. Et qu'il est à 10 mètres d'un autre Et que le projet allait être caché. Allait être caché et qu'il a déjà un hangar avec des panneaux. On peut comprendre la suspicion quand même. Alors, si on parle de Dire les choses. Il y a les deux, mais il y en a d'autres. Il y a une autre demande en bas. Il y a une autre demande en bas. Tout à fait. je viens de parler d'un agriculteur qui a installé sur son toit des panneaux photovoltaïques sur un pont du toit, ça c'est qui est à proximité du chemin de Compostelle, et qui, avec l'évolution de la réglementation sur le chemin de Compostelle, ne peut pas finir de couvrir. Ça c'est une chose. Et ensuite, il y a un deuxième projet, effectivement, parce que le bâtiment est prévu, le bâtiment proposé est prévu à quelques mètres juste devant une maison qui est classée maison remarquable. Qui ne l'était pas. C'est un autre réglementation. Là, on ne parle pas du chemin de Compostelle. Et voilà, alors après, je pense que le contact a été pris avec l'agriculteur pour discuter, lui dire vous pouvez vous positionner à tel endroit, là, on donnera l'autorisation. On ne va pas lui faire enlever quand même
ce tourisme qu'il a déjà mis Non, sur la la loi table. n'est pas Non, mais bon. rétroactive. La CERLA n'est pas rétroactive. Non, mais là, on touche le Je fond. me suis On touche le fond, quand même, hein, sur le sujet. D'accord avec vous, c'était bien suffisant. Moi, le sujet, c'est le tourisme. Mais non, justement, ça ne marche pas. Le sujet, c'est le tourisme, il y a des choix. C'est-à-dire que là, à un moment, on pénalise. Non, mais si vous voulez que les Camerounais traversent le pays, qu'il n'y ait plus d'activité agricole autour, vous verrez le tourisme, ce que ça va faire. Donc, à un moment, il faut un juste équilibre des activités. Là, pour le coup, il y a un vrai préjudice à notre profession. Voilà ce que je dis. Après, Sylvie, notre profession a le pouvoir de produire et de nourrir la France et les citoyens. On n'est pas des fournisseurs d'électricité. Bon, alors on arrête le débat là. Je vous propose de revenir au sujet qui était la délibération sur donc le fait de bien vouloir nous autoriser à définir, organiser la mise en œuvre des projets de développement de la valorisation du Grand Site Armagnac, d'approuver ce contrat Grand Site Armagnac et de m'autoriser à signer le contrat Grand Site Armagnac à Vieille-Cité pour la période 2023-2027. Après tout ce qu'on a dit et tous les ajouts, y a-t-il des gens qui s'opposent à cette délibération, des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Alors la question suivante. Soit classé mais il y a cœur du Grand Site mais Occidental. dans le texte, c'est précisé par rapport à les tours, la protection paysagère et Ouais, tout. c'est pas mieux. Donc moi, ça m'enferme. Bon, Donc de ce fait, je je repose la question. Y a-t-il des gens qui votent contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie, c'est adopté. En délibération, en date du 27 mars 2023, nous avons décidé d'approuver les dispositions d'un bail électrique conclu avec l'entreprise Versin SAS pour le projet de construction de la couverture des 2 courses de tennis avec installation et exploitation de panneaux photovoltaïques en toiture pour une durée de 25 ans suite à un appel à manifestation d'intérêt. Les travaux sont aujourd'hui en cours, mais ils ont pris un retard certain. Par ailleurs, la société nous indique avoir aujourd'hui des soucis financiers pour continuer à porter le projet. Donc la société nous a sollicité pour transférer le bail à une nouvelle entité qui s'appelle Courbe SPV, dont le capital est constitué à 65% par la société Courbe Holding, 20% par la société Régénération et 15% par la société Versin, susceptible de détenir le bail pour les 25 prochaines années. Donc je vous propose d'approuver le transfert de bail initial à la société Courbe SPV 7 dans les conditions suivantes. La société déclare avoir constaté les travaux déjà réalisés par visite sur place et accepté la reprise du chantier. La société accepte la prise en charge de l'ensemble des travaux nécessaires à la parfaite exécution du bail et en particulier à la restitution des terrains de tennis dans leur état initial malgré les désordres engendrés par les premiers travaux. La reprise des travaux doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la signature de l'avenant. La fin d'achèvement des travaux doit avoir pour plus tard le 1er octobre doit avoir lieu, là, je pense qu'il faudra rajouter, la fin d'achèvement des travaux doit avoir lieu au plus tard le 1er octobre, sinon il sera appelé une pénalité de 100 € par jour calendaire. Enfin, la société accepte de respecter l'ensemble des engagements pris dans le cadre de l'AMI par la société Versin SAS. Voilà. La délibération est claire. Je pense que, voilà, avec des questions, des remarques. Oui, Marc. Simplement par rapport à l'expression, donc la restitution des terrains de tennis sera faite dans leur état initial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Ça veut dire la restauration complète, c'est-à-dire le fait de refaire le sol des 2 terrains de tennis. On parle du revêtement au sol. Oui. Oui, Julien et Sylvie ensuite. Non, mais il faut qu'on trouve une solution et qu'on termine avec cette histoire. Là, je sais bien que. Bon, bref, mais bon, là, ça met en danger la vie même du club. Et moi, un de mes enfants est au club, je discute de temps en temps avec les licenciés et les dirigeants. Enfin, ils n'en peuvent plus. Il faut absolument qu'on trouve une solution très, très, très rapidement. Entièrement d'accord avec cette analyse. Sylvie? Oui, moi je trouve que 100 €, c'est pas cher en fait par rapport à l'IAC. Une perte d'exploitation du club de tennis. Tous ces animateurs, tous ces gens qui peuvent pas jouer, moi je trouve
faudrait 1 000 € par jour au moins. Non, mais après, c'est sympa. Là, ça peut durer longtemps, hein, l'histoire. Rien n'est fait, c'est pas contraignant, 100 € par jour. Ah, mais ils reprennent déjà tout le chantier, c'est déjà beaucoup. Hein. Et c'est normal. Ils auraient très bien pu ne pas le reprendre dans ces conditions-là. Et le chantier, nous, on a signé. Corinne, tu veux prendre le micro peut-être? Vas-y, vas-y. Je parle assez peu. Micro. Oui, je te disais, Sylvie, c'est quand même bien qu'ils aient accepté ce nouveau contrat. Ils auraient très bien pu ne pas signer. Et on se serait retrouvé avec rien du tout. Effectivement, il y a le bail amphithéotique qui a été signé en date de septembre 2023, une obligation pour celui qui est propriétaire du bail amphithéotique de terminer les travaux dans les 18 mois qui signent la signature du bail. Donc septembre 2024 plus 6 mois, voyez où ça nous amène. Donc en l'occurrence là, on a mis des conditions qui sont plus restrictives sur le bail. Donc, effectivement. Alors, après, la société, il y a un intérêt, c'est que dès que les panneaux photovoltaïques sont placés, leur raccordement fait, ils commencent à vendre de l'électricité. Tant que les panneaux ne sont pas placés, évidemment, rien ne rapporte. Donc, c'est compliqué. Ce genre de situation est très compliqué parce qu'on n'est pas maître d'ouvrage sur la réalisation de ce projet. Donc, il faut trouver une solution, effectivement. Et j'espère qu'avec cette solution-là, on avancera beaucoup plus vite que ce que ça a avancé jusqu'à présent. C'est tout ce que je peux vous proposer ce soir. Soyez sûr qu'on sera vigilant parce qu'il faut derrière que ça avance très vite. Alors 100 €, c'est peut-être pas grand-chose, mais il vaut mieux terminer rapidement les travaux et mettre à disposition du club les terrains qui fonctionnent. C'est ça l'idée. D'autres observations? Sachez je suis vraiment personnellement complètement désolé de cette situation et je sais que pour le club de tennis, c'est vraiment une galère depuis 2 ans. Sylvie? Oui, je reviens sur la remarque qu'a fait Marc, ça mérite quand même leur état initial de bien préciser de quoi on parle, parce que des termes comme ça peut être. Voilà, et c'est supposé que peut-être qu'il n'était pas en état et il ne faut pas refaire le terrain. Oui, bien sûr. C'est des conditions, en fait. Les devis ont déjà été demandés par les services techniques et dans lesquels on a, effectivement, M. Larigant a bien précisé la nature des travaux qui sont faits. Julien, On n'a pas de constat d'huissier. on a des photos, effectivement, qui ont été prises et qui suffisent dans une action juridique. Les photos sont datées, vous savez, sur les remarques. Non. Je vous propose de mettre cette délibération au vote pour pouvoir entreprendre ça le plus rapidement possible. Y a-t-il des gens qui s'y opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Avec cette dernière. Alors, d'abord les questions, voilà, qui ont été posées, voilà, qui nous sont parvenues. D'une part, la convention préopérationnelle passée avec l'EPF Occitanie est-il surtout pour connaître les premières démarches et les avancées du projet envisagé. Bon, la convention est aujourd'hui signée, elle a été signée par la commune et par la communauté de communes. Comme énoncé dans la convention, 3 projets sont à l'étude. Un des biens qui est 6 au boulevard du Nord, donc fait depuis l'objet d'une DIA, c'est-à-dire une préemption, voilà, donc j'ai donc préempté sans réserve pour un montant de 130 000 € en date du 6 juin pour que l'EPF puisse acheter ce bâtiment. La décision en date du 25 juin sera présentée au conseil municipal du mois de septembre, afin d'aménager dans cette maison existante un tiers-lieu et de renforcer l'emprise des parkings qui jouxtent ce bien. C'est ça l'idée qui est derrière. Et l'EPF portera cette acquisition. Voilà. C'est la réponse à la première question. La deuxième question. Sur la deuxième question, moi, je voulais vous dire, j'ai simplement voulu dire, puisque c'est la question, j'ai simplement voulu dire qu'aujourd'hui, il était tout à fait possible de travailler à distance avec un élu un peu distant, et que si nécessaire, par exemple, le groupe culture qui se réunit, qui doit se réunir, ça peut être fait à distance. Voilà. J'ai probablement parlé un peu trop vite quand j'ai dit ces choses-là. La manière dont je les ai dites,
L'association Lectoure du Globus, dans son budget prévisionnel, indiquait une demande de subvention de 2 000 € auprès du conseil départemental et du conseil régional. Cette information ne nous est pas parvenue aujourd'hui, mais de toute manière... Je peux répondre. Oui, s'il vous plaît, madame la conseillère départementale. J'aurais dû y penser, excusez-moi. Alors, concernant le conseil départemental, la subvention sera refusée parce qu'on applique pour toute nouvelle association la même règle, c'est-à-dire une association qui n'est pas en mesure de fournir un bilan quantitatif, qualitatif et un bilan financier ne pourra pas être subventionnée. Et en ce qui concerne la région, l'association Lectoure du Globus a eu 500 €. Voilà. D'accord. Bon, merci pour cette information. En l'occurrence, moi j'allais vous dire que nous aurons l'information à la demande du versement de la subvention, puisque l'association doit nous fournir par convention, vous avez vu la convention, le montant des recettes et des subventions là-dessus. Oui, Marie-Hélène. Alors Patricia, il est fort agréable de savoir que les communes donnent des subventions à ces associations. Alors, ne cherche pas là-dessus. Bon, mesdames. Je peux faire la liste. Attention. Bien. Alors, question suivante, si vous voulez bien. Où en est-on du projet de création de fourrière automobile? À ce stade, la rédaction du cahier des charges est en cours. Voilà. Donc, pour l'instant, on est à ce stade-là. Le poste d'agent polyvalent au service de l'entretien des vestiaires du stade et des espaces verts créé en mars 2024 a-t-il été pourvu? Oui, il a été pourvu, mais par un agent déjà en poste dans la collectivité. Cet agent a démarré en contrat aidé pendant presque 2 ans, puis en CDD pendant 1 an. Comme nous vous l'avons indiqué, ce poste a été créé afin de passer cet agent sur un poste d'emploi permanent. Il a donc été nommé stagiaire de la fonction publique à compter du 11 mai dernier. Une réponse très claire et précise. Le décret refondant le régime indemnitaire des fonctionnaires de police municipale et des gardes champêtres, etc. Allez-vous saisir rapidement de cette opportunité? Bon, comme vous l'avez précisé, donc, le 28 juin, c'était la semaine dernière, nous allons donc l'évoquer lors de notre prochaine réunion de travail consacrée aux ressources humaines. Toutefois, le décret qui ça met en œuvre quoi, l'IFSE, et pour cette catégorie de personnel qui n'en bénéficiait pas jusqu'à présent. Donc il y aura donc une part fixe et une part variable, et nous devrons en délibérer en conseil municipal probablement avant le 1er janvier 2025, date à laquelle les textes antérieurs seront abrogés. Alors, la prochaine réunion du comité de pilotage piscine, comme nous l'avons annoncé, nous sommes toujours en recherche de meilleurs cofinancements avec en vue, bien sûr, le label architecture contemporaine remarquable. J'en ai parlé encore la semaine dernière avec le comité. Nous sommes à ce stade dans l'attente d'avancées significatives afin de pouvoir réunir le comité de pilotage juste à la fin des vacances, probablement début septembre. Je vous inviterai une réunion du comité de pilotage pour vous présenter l'avancée de ces recherches financières. Dernière question. Pouvez-vous nous confirmer que le chauffage de la halle sera en état de fonctionnement à l'occasion de toutes les manifestations de cet hiver? Je sais bien la question. Le chauffage est en état de marche aujourd'hui, mais le groupe de travail animation s'est déjà emparé de ce problème et mène actuellement une réflexion pour trouver des solutions à une éventuelle panne de ce chauffage à la reprise de la saison afin de ne pas pénaliser les manifestations. Donc on peut les programmer. Vous pouvez programmer vos manifestations. Merci. Alors, ensuite, je voulais vous souhaiter un bon été parce que je vous propose le prochain conseil municipal le 16 septembre prochain. Beaucoup de manifestations sont le 16 septembre.